Bienvenue dans ce petit déjeuner sur la vidéosurveillance et surtout la vidéoprotection. Vous êtes à peu près moitié-moitié d'après ce que j'ai compris, secteur privé, secteur public. Je vais animer cette conférence avec Michel Georges qui est là et puis Virginie Cadieux qui est à ses côtés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de contrôle avant. Et notamment, il y a une compétence très particulière sur laquelle on va revenir. Mais ici, j'avais décidé de centrer sur les contrôles CNIL, puisque c'est une nouvelle compétence de la Commission. Et aujourd'hui, il y a une présentation à faire de ces contrôles, parce qu'ils se situent un peu en rupture avec les contrôles préexistants. Je vais aussi centrer cette conférence sur la vidéoprotection. Vous savez qu'il y a eu une évolution de la terminologie. Je salue cette évolution de la vidéoprotection. Je ne résiste pas à dire que le ministère de l'Intérieur dit que c'est lui qui a inventé le mot vidéoprotection. J'en donne acte. Moi, je pensais que c'était moi. Donc voilà. En tout cas, sûrement de manière séparée, parce que nous n'avions aucun contact. Nous avons pensé exactement à la même chose. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'on est dans l'ère du temps. Et peu importe, moi, quand j'ai vu le terme vidéoprotection, je me suis dit, c'est effectivement une nouvelle position qui me paraît très importante sur le plan juridique. Et je crois qu'on est passé, j'ai pas utilisé le terme vidéoprotection en tant que tel, je l'ai utilisé, mais j'ai utilisé un terme beaucoup plus large, qui est en fait les technoprotections. Et ce qui me paraît vraiment très important, c'est une évolution des technologies de surveillance, dont le maître mot est la liberté, à des technologies de protection, dont le maître mot est la sécurité. Et on voit bien ici une nouvelle balance entre le droit à la liberté et donc la vie privée, et le droit à la sécurité et donc la protection. Et c'est dans cette nouvelle règle du jeu, entre surveillance et protection, que se situent les contrôles CNIL. Il y a eu tout un débat, pour ceux qui ont essayé de suivre ça, puisqu'on est à une situation maintenant qui est un peu embarrassante sur le plan juridique, tout à fait adaptée sur le plan des libertés. Je pense que la Commission est tout à fait compétente sur ce domaine-là. Le mécanisme qui existait préalablement, on va y revenir, sous l'autorité du préfet, l'était aussi. Il y a là une nouvelle avancée quand même, dont il faut se demander si elle doit continuer, ou si elle doit se conjuguer, ou si elle doit régresser. En ce qui me concerne, en quelques mots, c'est que moi j'ai eu la chance de naître professionnellement en même temps que la loi informatique fichier liberté. Et moi, il me semble que les contrôles CNIL, à côté des autres contrôles, je pense que le fait d'avoir plusieurs systèmes de contrôle dans une démocratie, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je vous propose donc un voyage à travers cette vidéoprotection, un voyage qui est plein d'embûches et dont vous avez nécessairement besoin d'un avocat. Je comprends de moins en moins le droit dans le domaine des technologies avancées. C'est pas trop une coquetterie. C'est pas trop une coquetterie que de vous indiquer que quelque part, à l'américaine, on injecte dans nos systèmes juridiques des technologies, comme celle de la vidéoprotection, ou des traitements automatisés d'informations nominatives, ou des systèmes de traitement automatisé de données. Si je prends la loi sur la fraude informatique, elle ne parle pas d'informatique. C'est son titre. Mais elle ne parle pas d'informatique. Elle parle des systèmes de traitement automatisé de données. La loi informatique fichier liberté ne parle pas d'informatique. Elle parle des traitements automatisés de données à caractère personnel. Et si je prends la LOPSI 2, on trouve à l'intérieur la vidéoprotection. Et la vidéoprotection, technologiquement, c'est à la fois un système de traitement automatisé de données qui relève donc de la loi sur la fraude informatique et qui nous renvoie à la loi Godefroy, et puis ça relève aussi d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Ainsi, par exemple, question d'entrée, j'ai un système de vidéoprotection qui est totalement illégal. La CNIL fait un contrôle.
est-elle compétente pour condamner? On est là dans une situation où d'un côté on a une organisation administrative et de l'autre côté on a une organisation vie privée. Si on prend la compétence de la CNIL, 80% de son activité avant la loi de 2004, modifiant la loi de 1978, traduisant la directive 95-46, 80% de la CNIL était orientée secteur public jusqu'à 2004. Et à partir de 2004, 80% de l'activité de la CNIL est orientée secteur privé. Et lorsqu'on a un système illégal, on relève de quelle juridiction? Est-ce qu'on relève des deux juridictions? On aurait tendance à dire oui. Mais deux juridictions veut dire peut-être connexité, peut-être contradiction de décision. En tout cas, il va falloir combiner cet aspect-là. Et à chaque fois, on a des technologies. Ces technologies, elles ne sont pas toutes homogènes. Et il faudra retrouver les lois où ces technologies entrent ou n'entrent pas. La vidéoprotection entre dans la loi informatique fichier liberté. La vidéoprotection, par exemple, entre dans la loi sur la fraude informatique. Mais si je prends, par exemple, les textes particuliers à la fraude en matière de défense nationale, la défense nationale parle, elle, d'informatique. Et donc, quelque part, un système numérique de vidéosurveillance ou un système numérique de vidéoprotection, c'est bien un système informatique au sens de la législation de la défense nationale sur la protection des systèmes d'information. Donc, vous voyez qu'il va falloir combiner aujourd'hui toutes ces règles-là, et c'est assez compliqué, puisque nous ne sommes pas homogènes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ce que fait le législateur, ou le gouvernement, c'est d'intégrer du droit de cette technologie-là à l'intérieur des corpus, aux juristes de manière plus générale s'y retrouver avec cela. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même redessiner une harmonisation dans ce cas de figure. Nous avions une première difficulté, c'était qu'est-ce que c'était que la vidéosurveillance au regard de la loi informatique et liberté. Maintenant, on a une deuxième difficulté, on a toujours une difficulté de fond, mais on a une deuxième difficulté qui est la vidéoprotection au regard maintenant des procédures de contrôle et de sanctions. Donc la CNIL, forte de cette nouvelle compétence, a réalisé 230 contrôles portant sur les dispositifs de vidéoprotection. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres contrôles avant, il y en avait. J'ai ici différents éléments. Les statistiques que j'ai pu recevoir donnent que pour les commissions départementales, il y avait eu en 2011 584 contrôles. Donc, les 230 contrôles de la CNIL qui sont apparus, ce qui a rendu la situation un peu singulière, c'est qu'il y a eu quand même, il y a beaucoup de vidéoprotection qui sont en situation de légalité, disons-nous, approximative. Donc, la problématique, c'est la légalité des systèmes de vidéoprotection et, de manière générale, de la protection des personnes filmées. Sachant qu'aujourd'hui, n'importe qui filme. Et par exemple, pour les people, et chacun d'entre nous aujourd'hui est un people, il suffit de me rejoindre sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas encore, ce serait temps de devenir mes amis. En plus, j'ai des tweets, j'ai créé un tweet qui s'appelle hashtag DH virtuel, où j'essaye de mettre en place une charte des droits de l'homme au niveau mondial. Et aujourd'hui, n'importe qui peut être filmé. En une seconde, vous êtes filmé et hop, sur Twitter, retweeté, et vous apparaissez au monde entier. Ce qui veut donc dire que la vidéo, elle est entre les mains du public, elle est entre les mains des professionnels, et elle est entre les mains, bien évidemment, des pouvoirs publics. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Vous pouvez maintenant dénoncer n'importe quelle caméra qui est mal présentée. Donc on est dans un monde qui est un monde de régulation par le film ou par l'image. Toujours en termes de problématiques, un autre point qui est important, c'est qu'attention, on est quasiment à la position finale de la proposition de règlement qui va mettre fin au règne de la directive 95-46 en Europe et mettre un nouveau texte. Et dans la proposition de règlement, vous avez Privacy by Design. Et Privacy by Design, ce n'est pas qu'une formule, c'est bien un élément qui fait que vous devez prendre en compte les domaines informatique et liberté d'entrée.
Et ces domaines informatiques et libertés, ils s'appliquent à la vidéoprotection comme ils s'appliquent à la vidéosurveillance. Si on fait court, c'est plus complexe que ça. Mais si on fait court, vidéoprotection dans le domaine public, vidéosurveillance dans le domaine privé. Je sais qu'il y a il y a un abîme entre les deux. Mais restons pour l'instant à ce niveau-là. Dans tous les cas de figure, qu'on soit sur le secteur privé ou qu'on soit sur les secteurs publics, la loi informatique, fichiers et libertés, elle s'applique. Et les droits de l'homme numérique, notamment l'article 1er, la loi est au service de chaque citoyen, s'applique. Et donc une caméra numérique, c'est d'abord et avant tout un traitement automatisé de données à caractère personnel, qui va entrer donc très naturellement dans le cadre de la proposition de règlement. Quelles sont les tendances auxquelles on va avoir affaire? Si je donne les tendances, c'est que le regard que vous avez, à la fois en tant que politique et en tant qu'économiste, en tant qu'industriel et en tant que juriste, c'est la multisurveillance. C'est-à-dire que l'on passe aujourd'hui d'un système où tout le monde est en situation de surveillance, et surtout en situation de surveillance ex ante. Jusqu'à maintenant, il y avait toute la surveillance, c'était une surveillance plutôt ex post, de type enquête, où les gens étaient effectivement innocents, et certains éléments qui pouvaient faire penser, dans le cadre d'un faisceau concordant d'indices, qu'il y avait des gens en situation de commettre des infractions, et c'est cela qui était enquêté, en tout cas surveillé. Nous quittons une société où il y a des innocents, dans lequel certains sont un peu moins innocents que d'autres, à une société dont tout le monde est coupable. Le problème de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance, c'est qu'on passe d'un contrôle ex post à un contrôle ex ante. Deuxième élément extrêmement pernicieux, pardon du terme, parce qu'il demande à mon avis un débat. Non pas qu'en ce qui me concerne, j'ai une quelconque critique à faire, mais la vidéo-analyse et la vidéo-analyse prédictive est extrêmement intéressante. On continue à avancer dans les technologies. Après, effectivement, en Angleterre, le détecteur de mensonges, lorsqu'on appelait la sécurité sociale anglaise, et on vous donne taper 1, taper 2, taper 3, et à un moment donné, on vous dit « vous allez être mis sous détecteur de mensonges » et les gens raccrochent. Ça a entraîné quand même une baisse de la fraude de manière extrêmement importante. Le logiciel américain, dont il y a une expérience en Angleterre, qui permet de prédire effectivement de manière non nominative, les lieux d'infraction. Mais je vous rappelle que le non nominatif, lorsqu'il est comportemental, entre dans le cadre de la sphère informatique et liberté, puisque dans la proposition de règlement, les comportements, même s'ils ne sont pas identifiants, mais qui peuvent être rapportés à une personne, entre dans le cadre de ce qu'on appelle la réglementation informatique et liberté. Donc avant, la summa dividio, c'était si c'est anonyme, c'est pas informatique et liberté, et si c'est identifiant, direct ou indirectement, c'est informatique et liberté. Maintenant, c'est plus vrai, la personnalisation anonyme, l'anonymat, dès le moment où il est comportemental, devient un élément, entre guillemets, informatique et liberté. Donc, la vidéo prédictive et de manière générale, la vidéo-verbalisation sont les suites de demain, mais déjà expérimentées aujourd'hui, de l'utilisation de la vidéoprotection. Et enfin, le couplage avec d'autres technologies, le son, la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, elle est impressionnante. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Si vous tapez Alain Bensoussan biométrie, vous retrouverez donc 24 heures sur 24 et je fais une présentation d'un système, celui d'Accenture, dans lequel nous avons été à leur laboratoire que nous avons tourné pour MyDSI TV. Et le système m'a reconnu en quelques secondes, sur 60 millions de personnes. Donc, avec un taux d'erreur qui reste extrêmement faible. Le seul endroit où le système s'est trompé, il a reconnu tous les gens, dont moi. La seule différence sur moi, c'est qu'il s'est trompé sur mon âge, mais il faut dire aussi que je triche un peu. Je vous propose de regarder le périmètre des contrôles opérés par la CNIL, les manquements constatés par la CNIL, la suite des contrôles
et puis les tendances 2013 annoncées par de regarder le périmètre technique et de regarder le périmètre géographique. Et si vous devez retenir qu'une seule chose, de cette présentation, c'est de vous méfier maintenant dans les droits des technologies avec les périmètres techniques. C'est un véritable enfer. Et nous sommes aujourd'hui dans la tradition, nous sommes au milieu de deux courants, qui est la tradition anglo-saxonne d'une part et la tradition romano-germanique d'autre part. C'est-à-dire que la tradition anglo-saxonne veut que la loi commence par une suite de définitions. Et vous remarquerez que dans les directives maintenant, vous avez les principes, et puis derrière, tout de suite, vous avez un article 2 qui est définition. Ce qui veut donc dire que vous pouvez avoir deux textes qui, vus du plan économique, présentent exactement le même domaine, mais vus du plan juridique, sont totalement différents. Ça vous donne, je n'y résiste pas, des choses que tous les mails ne sont pas des courriers électroniques et tous les courriers électroniques ne sont pas des mails. Là, c'est par exemple la situation la pire de ce que j'ai pu voir comme exemple. Bien, vous avez la même chose aujourd'hui avec la vidéoprotection. C'est-à-dire que si le point d'entrée technique est clair, la caméra, le point de sortie, lui, est bien plus complexe. Un exemple sur les zones masquées. Vous devez masquer un certain nombre de zones. Le fait que la caméra sur la zone masquée l'introduise dans la caméra, la zone masquée, ou que le masque soit fait sur traitement sur le centre serveur, la différence c'est que pendant un instant de raison, qui est la partie télétransmission, vous avez la possibilité d'une intervention, ici une récupération par des hackers ou par n'importe quelle personne mal intentionnée, qui va récupérer la totalité de l'information. Ainsi donc, le droit au masquage, qui est un droit fondamental pour la protection de la vie privée, doit-il être à l'émission, c'est-à-dire à la prise de vue, ou doit-il être effectivement à la conservation? Rien qu'en fonction de ça, vous avez une énorme différence. Sachant que la notion de traitement automatisé sur informatique et liberté, je vous rappelle, ce n'est pas la conservation ni l'exploitation, c'est la visualisation. La visualisation est dans la définition. Donc, est-ce que la caméra qui ne masque pas à l'entrée n'est-elle pas une caméra illégale? Et qu'à ce moment-là, puisque le masque est obligatoire, pour la protection de la vie privée, l'ensemble effectivement du système ne se trouve non conforme. Vous vous rendez compte jusqu'où va aujourd'hui l'analyse technique au regard d'un principe qui est celui très simple de la protection de la vie privée. Donc le périmètre juridique, il est clair, quoique. Il est clair parce qu'on a le Code de la sécurité intérieure, et dans ce Code de la sécurité intérieure, on a une précision expresse qui est la suivante. La Commission nationale informatique et liberté peut, sur demande de la commission départementale, du responsable du système ou sa propre initiative, donc les trois possibilités d'agir, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à l'autorisation préfectorale le concernant. Jusqu'à là, on peut discuter. Et selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi du 6 janvier 1978. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. On aurait pu, c'est ce que demandait la CNIL au départ, me semble-t-il, se limiter à utiliser la puissance de contrôle de la commission, qui a un département enquête, qui a un département expertise. Ici, on voit bien qu'on va avoir une dualité d'approche. C'est-à-dire qu'on aura le régime de la présente loi, donc le Code de la sécurité intérieure, et le régime informatique et liberté. C'est très ambigu comme formulation. Est-ce que ça veut dire que c'est la loi informatique et liberté qui s'applique à la vidéoprotection? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a d'une part la réglementation de la vidéoprotection et la réglementation informatique et liberté, et lorsque la CNIL revient, elle revient avec la casquette du contrôle Code de sécurité intérieure et du contrôle informatique et liberté, c'est une deuxième analyse, ce qui ne revient pas du tout même. Ou est-ce que ça veut dire que la Commission nationale informatique et liberté, qui ne perd pas sa compétence générale et qui n'est pas là en bureau de contrôle, entre guillemets, sous-traitant par rapport à sa puissance de contrôle, mais là simplement dans l'ensemble de ses prérogatives d'autorité administrative indépendante. Et c'est, me semble-t-il, un des éléments des premiers contrôles, c'est que la CNIL se trouve être doublement compétente
sur un contrôle, alors que les commissions départementales ne seraient que monocompétentes. Parce qu'elles, c'est sûr, elles ne peuvent pas, bien évidemment, intervenir au niveau d'informatique et liberté. Donc, le fait d'avoir pris cette rédaction-là, me semble-t-il, c'est un élément, si rien ne se fait, qui va repousser les commissions départementales quelque part à un système extrêmement limité. Elles étaient déjà limitées, mais aujourd'hui, avec cette plénitude de compétences de la CNIL, elle devient effectivement le contrôleur le plus adéquat par rapport à l'ensemble des objectifs de protection, puisque là, on passe outre la division secteur privé, enfin, domaine privé, domaine public. Le périmètre technique, maintenant. Alors, le périmètre technique dans lequel les contrôles ont été opérés, c'est d'abord le respect de l'autorisation. Donc, dans le respect de l'autorisation, il y a un dossier technique sur lequel on pourra revenir. Ce dossier précise l'ensemble des paramètres techniques de la vidéoprotection qui est mise en œuvre localement. Et dans le cas de ces commissions font un travail préparatoire, en fait. Et donc, dans la mesure où cette autorité préfectorale est délivrée, la CNIL contrôle, tout simplement, elle a fait un contrôle sur pièce, à partir d'un contrôle in situ, des éléments. Le contrôle de la légalité, ici, ne se présente pas sur le document, c'est bien le contrôle, me semble-t-il, de l'exécution de cette autorité préfectorale. Et là, elle a pu remarquer qu'il y avait des écarts. Deuxième problème, beaucoup plus important. Alors, je ne dispose pas, moi, de toutes les informations liées à toutes les commissions et de tous les rapports, mais il est apparu une problématique très claire de masquage des zones privées. Et vous savez bien que la vidéoprotection, donc, dans les lieux publics, est une vidéoprotection qui est organisée de telle manière à ne jamais porter atteinte à la vie privée. Donc les caméras sont placées de telle manière qu'elles ne puissent pas être en ligne avec des actions privées. Reste que parfois, pour pouvoir protéger le secteur public, le domaine public, il faut malheureusement de tirer sur une ligne qui va frapper un secteur privé, une porte ou un immeuble. C'est souvent des immeubles qui ne sont pas très très loin. Donc il faut masquer les zones privées. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, on en est un, sur le plan de la technique. Qu'est-ce qu'on appelle masquer une zone privée? À partir de quand le masquage doit être opéré? Comment on s'assure de la réalité de ce masquage? Et notamment, la CNIL s'est intéressée à la notion de zone privée. Troisième élément beaucoup plus simple, qui est la durée de conservation des images. Là encore, vous connaissez cette durée, j'y reviendrai. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'elle n'est pas trop courte? Est-ce qu'elle n'est pas trop courte, cette durée? On peut se poser cette question-là au regard d'abord des personnes et surtout au regard de l'impératif de protection. Et là encore, on a énormément de différences. Regardez. Où sont tombés les crimes pour l'instant? Mais prenons les délits. Sur des choses importantes, on peut considérer que pour les crimes, il y a des enquêtes de police, on va mettre en place une puissance d'ordre public qui est en relation avec l'infraction. Mais prenons les contraventions. Les contraventions, il y en a de toute nature et l'État ne peut pas chasser toutes les contraventions. C'est pas possible. Il en prend quelques-unes en fonction de sa politique pénale. Alors qu'a priori, on va s'occuper de tous les meurtres, bien sûr, tous les assassinats. Sur la politique de contravention, de délit, le délai de prescription, c'est 3 ans. 3 ans, on peut se poser la question de s'il est long ou court. Mais c'est une sorte de droit au pardon. On dit au bout de 3 ans, si la société ne s'est pas intéressée à ce délit, c'est prescrit. Pour certains délits, on sent bien que ça peut paraître aujourd'hui court. En tout cas, que la demande sociale de protection peut la trouver comme courte. Si ce délit est réalisé par le moyen de l'Internet, de manière générale, par un système de réseau
de communication électronique. À ce moment-là, notamment de réseaux ouverts au public. Il y a une loi sur les FAI et les hébergeurs, sur les intermédiaires, qui dit qu'ils doivent garder les données de connexion pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des délits dont la règle de fond, on a 3 ans pour agir, pour que la société réagisse contre cette atteinte à l'ordre public, mais on dit à cette société, si tu fais pas, tu ne travailles pas tout de suite dans les 1 an, et que tu arrêtes la preuve, alors la preuve n'existe plus. Donc ça revient quasiment, si on n'est pas dans la logique de l'aveu, à une réduction de la puissance de l'ordre public de réaction à 1 an. On peut dire 1 an, c'est long, c'est court, au regard du droit à la transparence d'un côté et du fait que rien n'est apparent sur l'Internet de l'autre. Et si maintenant on arrive à la vidéoprotection, on dit c'est 1 mois. Qu'est-ce qui fait que, globalement, c'est 1 mois? Le fait que ça soit plus visible, les images? Oui, mais enfin, on sait bien que maintenant, il y a tellement de caméras et tellement d'images que le problème n'est plus les caméras, mais c'est les images. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent les regarder, qui ont le temps de les regarder? Est-ce que 1 mois n'est pas trop court? C'est-à-dire qu'on va avoir des délits qui vont se prescrire parce qu'on passe par un réseau de télécommunications à 1 an, et si on passe par une caméra dans ce réseau de télécommunications, à 1 mois. Donc vous voyez qu'il est intéressant de repositionner les durées de conservation, non pas purement technicien 1 mois, mais de se reposer la question de l'ordre public et de cette protection de l'ordre public. C'est qu'on considère que le système de vidéo est tellement invasif, que la prise d'image est tellement forte, alors que n'importe qui peut prendre des images maintenant. Et je pense que le fait que, par exemple, que les policiers puissent aujourd'hui filmer dans les opérations d'arrestation, c'est un plus, parce qu'ils vont pouvoir aussi se défendre face à des films qui seraient pris de manière un tout petit peu particulière, dirons-nous. Voilà. Donc là, on se retrouve sur un contradictoire, entre le contradictoire de n'importe quel citoyen à effectivement filmer une zone événementielle, au titre du droit à l'actualité, et effectivement la police de filmer effectivement une agression dans laquelle elle subit, et qui lui demande une réaction en tant que représentant de l'ordre public. Donc vous voyez que la durée de conservation est une problématique. Durée de conservation qui, par ailleurs, peut faire que le système, et alors là c'est le pire, le système de vidéoprotection est aussi un système de vidéosurveillance. C'est-à-dire que les caméras, puisque maintenant il y en a des systèmes où il y a 10, 20, 30, 50 caméras, les caméras numériques, certaines sont dans le domaine public, certaines sont dans le domaine ouvert au public, privé ouvert au public, et certaines sont dans le domaine privé. Et là encore, la logique de la durée de conservation n'est peut-être pas forcément les mêmes. L'information des personnes filmées, ça c'est plus simple, et les mesures de sécurité entourant le dispositif. Là, c'est intéressant, les mesures de sécurité intéressant le dispositif. Et c'est lié au champ d'application des 2 lois. Si vous êtes sur le champ d'application de la sécurité intérieure, vous n'avez pas de règles très particulières sur la sécurité du système de vidéoprotection. Vous n'avez pas vraiment spécifique. Vous avez des choses. Enfin, vous avez surtout le texte majeur. C'est l'article 1er qui dit que la sécurité est un droit fondamental. Donc à partir de là, la sécurité est un droit fondamental, c'est-à-dire de valeur constitutionnelle. Il est clair que là, il y a quelque chose sur la sécurité de très haut niveau. Mais dans le détail, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, surtout, il n'y a pas l'article 34 de la loi informatique et liberté, qui fait que les systèmes de sécurité d'information nominative sont des systèmes à obligation quasi de résultat, puisque vous devez prendre toute précaution utile au regard des risques du traitement automatisé de données. C'est donc dans la mesure de sécurité entourant le dispositif que la CNIL intervient au titre de la sécurité intérieure, mais qu'elle a la puissance de cet article 34 qui est énorme. Il permet quasiment de tout protéger, l'article 34. Et demain, le 34 bis, qui aujourd'hui est limité aux opérateurs de télécommunications, c'est le 34 bis, je vous rappelle que c'est les failles de sécurité. Pour les failles de sécurité, l'obligation de communication à la CNIL n'existe que pour les opérateurs, si je fais simple, les opérateurs de télécommunications.
Alors que dans le cas de la proposition, proposition de règlement, donc en 2016, la règle sera généralisée